La période de 1815 à 1860 fut l'une des plus grandes phases de transition de l'histoire navale. Elle a vu la fin des grands navires de guerre en bois, matériau principal des navires depuis des millénaires. Elle a également vu la fin, du moins pour un temps, des tactiques de combat qui étaient restées à peu près les mêmes pendant plus de 200 ans, ainsi que d'une conception de navires qui avait essentiellement le même âge. Enfin, cela marquerait aussi le début de la fin de la propulsion à voile, principale force motrice des navires de guerre hauturiers depuis leur création. En moins d'une vie, les navires de guerre ont connu si grandes évolutions, rendant certains obsolètes avant même que leurs nouveaux lieutenants ne deviennent capitaines. Comparé à la période juste avant, où un navire de 50 ans bien entretenu pouvait parfaitement servir de vaisseau amiral à une grande flotte, ces étapes peuvent être globalement définies comme suit. 1. La flotte classique. 2. Les améliorations de Sepping. 3. Les premiers navires de guerre à vapeur en bois. 4. Navires à coque en fer. 5. Les navires de guerre à vapeur en bois perfectionnés. 6. Cuirassés. De plus, le développement des navires de guerre durant cette période peut être analysé au mieux en observant la Royal Navy, et ce n'est pas seulement parce que je suis britannique, c'est simplement parce qu'elle était la plus grande et la plus cohérente puissance navale de l'époque, un peu comme il serait préférable d'étudier les Romains pour comprendre le développement des navires de guerre au 1er siècle. Presque toutes les autres marines étaient soit en train de se reconstruire après les guerres napoléoniennes, soit disposaient de ressources financières et technologiques limitées et progressaient donc par à-coups, beaucoup se contentant simplement de copier ce que faisaient les Britanniques. Bien sûr, différentes nations développèrent des technologies ou méthodes de construction intéressantes, mais celles-ci disparaissaient souvent ou étaient intégrées aux méthodes britanniques. Il convient de rappeler que durant la majeure partie de cette période, les officiers et concepteurs de la Royal Navy relevaient de trois courants, l'importance de chacun variant selon leur représentation dans les plus hautes instances. La Royal Navy était divisée sur le rythme et le développement technologique. Pour simplifier, je vais les classer comme suit. Il y a d'abord les ultramodernistes. Ils pensaient que la menace principale pour la flotte britannique venait des nouvelles armes miracles, leur développement et déploiement étant accélérés par l'essor de l'industrie de masse. Ils savaient que la Manche et la mer du Nord n'étaient pas très larges et craignaient qu'une flotte de navires dotés d'un nouveau canon ou d'une protection permette à des hordes d'étrangers de débarquer en Angleterre. Les alertes d'invasion étaient de fréquentes à l'apogée de l'Empire britannique. Leur réponse à cela était de préconiser que la Royal Navy adopte chaque nouvelle technologie meurtrière aussi rapidement que possible afin de rester à la pointe des avancées. Le deuxième groupe, ce sont les archi-traditionalistes, pratiquement l'exact opposé des ultramodernistes. Ils considéraient que la Royal Navy était déjà la plus dominante avec sa flotte existante et craignaient que le risque de rendre toute la flotte obsolète pour quelque chose de nouveau et d'inexpérimenté ne fonctionne pas ou échoue entre les mains britanniques puis soit perfectionné ailleurs, ce qui remettrait à zéro l'avance qu'ils avaient mis près de 2 siècles à construire. Il préconisait donc généralement de rester fidèle aux méthodes éprouvées et n'acceptait une nouvelle technologie que lorsque chaque détail, même le plus insignifiant, avait été résolu. Le troisième groupe, que j'appelle le groupe de développement, se situait quelque part au milieu. Il souhaitait moderniser la Royal Navy sans dépenser inutilement dans des voies sans issue. Il recommandait d'utiliser les ressources et officiers de la Royal Navy pour tester et perfectionner de nouvelles technologies, puis voir si des développements pouvaient être combinés en un meilleur ensemble. L'idée était de laisser les autres pays et les essais tester et commettre des erreurs, puis de profiter de l'industrie britannique pour produire un produit supérieur une fois qu'ils tentaient d'utiliser une invention à leur avantage. Il est incroyablement facile de présenter la Royal Navy de cette période comme on le souhaite, simplement en se concentrant sur l'une ou l'autre des factions. Ceux qui veulent la présenter comme une institution rétrograde
peuvent insister sur un amiral ultra-traditionnaliste, se plaignant que ses belles voiles blanches seraient salies par toutes ces cheminées sales, tandis que ceux qui veulent la montrer à la pointe de la technologie peuvent mettre en avant l'addiction des ultramodernistes, semblable à celle d'une pie, à s'emparer de tout ce qui est brillant et nouveau qu'ils pouvaient trouver. Les sarcastiques diront que la Royal Navy a passé 2 siècles à utiliser la marine française comme réserve de flotte gratuite, alors voler leur technologie ou leurs navires n'est pas une nouveauté. Gardons cela en tête et voyons le développement des navires de guerre durant la première moitié des années 1800. Nous reviendrons souvent sur le His Majesty's Ship Blenheim, car sa carrière illustre bien plusieurs de ces changements majeurs. Notre histoire débute en 1815, quand la Royal Navy réduit ses effectifs après les guerres napoléoniennes. Avec environ 200 vaisseaux de ligne et entre 800 et 1000 grands navires de guerre de différents types en service, la Royal Navy dispose d'une véritable abondance de navires et peut se permettre d'être extrêmement sélective quant à ceux qu'elle choisit de conserver. Les navires usés, pris aux performances inhabituelles, construction d'urgence en guerre, etc., peuvent tous être retirés. Seuls les navires les plus récents et puissants seront conservés. Pendant plusieurs décennies, les navires de guerre britanniques excédentaires rempliront presque toutes les fonctions dans les zones côtières, servant de prison, de logement, d'école, de dépôt, de cible, de bureau et de coque de construction. Même le His Majesty's Ship Victory est presque démantelé à cette époque, son demi-siècle de service et ses dommages de guerre le rendant relativement peu attrayant comparé aux nouveaux vaisseaux de premier rang de 120 canons de la classe Caledonia, qui sont eux-mêmes basés sur les lignes du Victory. L'intérêt du public permet de préserver le navire durant cette période. Le prix qui était autrefois le United States Ship President et qui s'est détérioré au cours des dernières années est en réalité démantelé, bien que l'occasion de provoquer les États-Unis soit considérée comme un objectif digne et noble. Une copie exacte est donc construite, nommée His Majesty's Ship President, et principalement affectée aux escadrons basés dans les Caraïbes ou au Canada, où elle peut patrouiller fréquemment le long de la côte américaine pour rappeler quelque chose. La réponse américaine consiste à faire patrouiller parfois l'United States Ship Macedonian dans ces zones, souvent avec des gestes et moqueries des deux côtés. C'est alors que nous rencontrons pour la première fois le His Majesty's Ship Blenheim. Ce navire appartient à la classe Wenger, groupe d'environ 40 vaisseaux de troisième rang armés de 74 canons, inspiré d'un navire français capturé. Ce navire solide devient l'un des piliers de la flotte, illustrant les nombreuses améliorations mineures apportées au navire lors des décennies de conflits quasi ininterrompus. Elle est construite dans le style traditionnel, avec une taille limitée par le fait que les navires en bois dépassant une certaine longueur se détériorent beaucoup trop rapidement, au goût de tout le monde. Les navires de cette période sont essentiellement issus des guerres napoléoniennes, très reconnaissables pour les officiers qui ont commencé la guerre, mais juste un peu meilleurs. Ils sont mieux construits, légèrement plus rapides, un peu plus lourdement armés, etc. Cependant, le changement est en marche. 10 ans plus tôt, le constructeur naval Robert Seppings avait démontré le renforcement diagonal avec de courtes pièces de bois sur le His Majesty's Ship Kent de 74 canons. Cela permettait aux membrures de la coque de former des triangles, une structure plus solide que les anciennes formes rectangulaires, vulnérables à la déformation en mer. Il y a 2 ans, en 1813, il fut nommé inspecteur de la marine et introduisit cette méthode ainsi que de nombreuses innovations, comme l'usage de bandes et fixations en fer pour renforcer la coque, une proue arrondie et un arrière circulaire. Elles étaient bien plus solides et renforçaient la robustesse du navire. Ainsi, l'ancienne faiblesse des vaisseaux à voiles inclinées était largement éliminée, les structures ouvertes vulnérables aux tirs de canon étant remplacées par des membrures aussi solides que les flancs du navire. L'effet global fut donc d'inaugurer la seconde ère dont nous avons parlé au début, car les navires pouvaient désormais être construits de manière bien plus robuste et nécessitaient beaucoup moins de pièces de bois massif qui avaient toujours été rares mais qui, à la fin des guerres napoléoniennes, étaient presque totalement épuisées.
Cela permettait de construire des navires 25% plus grands qu'avant, tout en étant plus durables et aptes à naviguer en mer. Sur les plus grands navires, un troisième pont de canon était toujours nécessaire pour renforcer la coque, bien que cela les rende un peu moins stables et plus lents. On pouvait maintenant construire un navire aussi long, voire plus, avec deux ponts plus bas, accueillant presque autant de canons de façon plus confortable. Tout cela culmina avec la construction du His Majesty's Ship Rodney en 1827. C'était un deux ponts de 90 canons de dimension proche d'un vaisseau de première classe Caledonia, mais fidèle à la tradition du groupe de développement, elle fut construite pour répondre aux nouveaux vaisseaux de ligne américains et français. Elle était suffisamment grande, solide et stable pour porter une batterie complète de canons de 32 livres sur tous les ponts d'artillerie. Contrairement aux conceptions étrangères qui utilisaient des canons de plus en plus courts à mesure que l'on montait dans le navire, le Rodney pouvait porter des canons longs sur tous les sabords, sauf quelques caronades de 68 livres servant de fusils de chasse géants, si un capitaine voyait un équipage ennemi de près et décidait de s'en débarrasser. Les progrès sont visibles car Caledonia, malgré des dimensions similaires et un pont en plus, ne pouvait pas porter une batterie complète de canons de 32 livres à cause de sa coque traditionnelle, moins solide. En conséquence de ces changements, le His Majesty's Ship Blenheim avait été retiré de la ligne de bataille, sa batterie mixte de 74 canons n'étant plus en mesure de rivaliser avec les nouveaux navires de 90 canons comme le Rodney et les monstres de premier rang à venir. En conséquence, après avoir passé quelques décennies en réserve à la fin des guerres napoléoniennes, elle se retrouva de nouveau en service, commandée par le capitaine Senhouse, qui était d'ailleurs un lointain parent à moi, à la fin des années 1830, et fut envoyée vers l'une des stations traditionnelles pour les navires de guerre britanniques, à l'époque impériale, lorsqu'il n'y avait plus de poste de première ligne disponible pour eux, la station de Chine, où il était peu probable qu'elle rencontre une opposition moderne. Les années 1830 ont aussi connu plusieurs changements à l'amirauté. En 1832, Seppings a quitté son poste, remplacé par William Simmons, connu de certains grâce à un épisode de Dry Dock. Il combinait des idées des deux extrêmes de la Royal Navy, voulant construire des navires inspirés des améliorations de Seppings et améliorer avant tout leur vitesse et navigation. Cela a donné des navires à coque en V sous l'eau, très rapides mais sujets à de violents roulis et instables par mauvais temps. Ce retour à une approche moins pratique militairement reflétait la victoire de l'ancienne école de pensée sur les leçons de guerre désormais en déclin, mais en raison de la nature factionnelle de la marine, la même année vit également la création de l'école d'artillerie His Majesty's Ship Excellent, avec pour résultat qu'à la fin de la décennie, la marine comptait parmi les équipages de canons les plus précis et rapides en mer, mais avec de nouveaux navires qui étaient manifestement de mauvaises plateformes de tir et dont les équipages enviaient les anciens bâtiments de la flotte. La fin des années 1830 a également vu l'obsolescence rapide d'une grande partie de la flotte issue des guerres napoléoniennes. Les années 1840 allaient connaître le chaos, avec des navires désarmés, la marine tentant d'empêcher la construction de bâtiments simondites, et la vapeur naissante marquant la troisième phase de développement. La Royal Navy utilisait la vapeur depuis les années 1830 avec des remorqueurs à roues à aubes, mais son emploi sur les navires de guerre avait été refusé pour plusieurs raisons. Premièrement, les navires étaient tous en bois, et à part les cuisines surveillées, actives seulement en temps de sécurité, il était compréhensible que demander aux officiers d'installer un grand foyer sur ces navires enduits de goudron et remplis de poudre à canon soit difficile à accepter. Ils avaient passé des siècles à essayer de tenir le feu et les navires de guerre aussi éloignés que possible, et maintenant on leur disait qu'ils pourraient devoir partir au combat avec une énorme chaudière allumée à bord, sans même que l'ennemi ait tiré un seul coup de feu. De plus, les premières machines à vapeur étaient très inefficaces et encombrantes, alors que l'espace sur un navire de guerre était déjà dédié aux canons, à l'équipage et aux provisions. C'était avant même de considérer le transport du combustible
pour la chaudière, d'autant plus qu'aucune quantité réaliste n'aurait permis d'aller loin à cause de l'inefficacité évoquée. Il fallait toujours des voiles pour dépasser la côte. Troisièmement, les roues à aubes prenaient beaucoup de place sur les flancs, là où les canons devaient être installés. Elles étaient très vulnérables aux dégâts et causaient beaucoup de traînées lorsque les navires n'utilisaient pas leur moteur, ce qui était fréquent. Cependant, avec diverses petites améliorations de la technologie des moteurs au cours des années suivantes, l'amirauté était prête à tenter des expériences, et plusieurs frégates à roues à aubes furent commandées, en même temps qu'une technologie plus récente, l'hélice à vis. Pour tenter de conserver leur puissance de feu, les frégates à roues à aubes furent équipées de moins de canons, mais de plus gros calibre comparé aux bordées plus nombreuses des navires à hélice. C'est ici que le Blenheim réapparaît. Avec les nouvelles frégates, il fut rappelé vers 1840 pour être transformé en navire de blocage. Cela impliquait de l'équiper d'une hélice et d'une machine à vapeur, ainsi que d'allonger le navire pour faire de la place, devenant ainsi une batterie flottante pour la défense du territoire, avec son armement réduit de 74 à 60 canons, en partie pour compenser le poids de son nouvel équipement. Elle intégrerait l'escadron expérimental pour évaluer ses performances avant et après la modernisation. Au grand soulagement de la marine, Simmons fut évincé et remplacé temporairement par John Eade, qui œuvra discrètement à améliorer les conceptions de Sepping en substituant les diagonales en bois par des poutres en fer, renforçant ainsi la solidité des navires. La prolifération imminente des frégates à hélice et à roues à aubes semblait offrir une multitude de comparaisons pour faire progresser le développement de l'une ou l'autre technologie. Ainsi, la troisième période dont nous parlons s'est installée lentement, celle des premiers navires de guerre à vapeur en bois. C'était une collection de petits navires principalement expérimentaux, incluant des constructions neuves et des conversions. Bien qu'il ne faille pas penser que ces navires étaient minuscules, ils n'étaient petits qu'en comparaison avec les nouveaux modèles agrandis qui entraient en service. Beaucoup étaient équipés de canons de 18 ou 30 livres, mais leur longueur égalait ou dépassait celle d'un ancien vaisseau de 74 canons, comme le Blenheim, grâce aux avancées de la construction navale. Durant cette période chaotique, alors que les relations entre l'amirauté et Simmons étaient pratiquement rompues avant sa démission, et avant que le successeur d'Eads, Lord John Hay, ne soit lui aussi écarté après avoir tenté de transformer une série de nouveaux navires de ligne en navires blocus, pour être remplacé par l'excellent Isaac Watts, il faut dire que le côté civil de l'administration navale s'était allié aux ultramodernistes pour imposer la brève quatrième période dont il est question, à savoir celle des premiers navires en fer. Ces navires furent en réalité commandés presque entièrement à cause des performances du navire de la Compagnie des Indes orientales, le Némésis, une frégate à roues à coque de fer de la Compagnie des Indes orientales, à une époque où il était tout à fait possible pour une méga-entreprise de construire un véritable navire de guerre. Aux côtés de navires plus classiques de la Royal Navy, elle avait dévasté les flottes chinoises lors de la première guerre de l'opium, sa coque en fer et ses cloisons étanches lui permettant d'opérer presque en toute impunité face à des canons plus légers et de minimiser les dégâts causés par des armes plus lourdes qui ne faisaient qu'un trou net facile à réparer, contrairement aux entailles irrégulières et aux éclats de bois projetés associés à la pénétration des navires de guerre à coque en bois. Cela paraissait l'occasion idéale. La Grande-Bretagne dominait la production de fer et ce nouveau type de navire semblait présenter de nombreux avantages sans inconvénients. L'amirauté voulait effectuer quelques tests en dehors d'une zone de guerre chinoise, mais le chaos mentionné précédemment a permis d'en commander quand même. Mais il est vite apparu que, pour des raisons alors inconnues, les navires à coque en fer dans les eaux britanniques n'égalaient pas la résistance du Némésis, de grands trous et des éclats de fer résultant des tests précipités de l'amirauté. Cela a entraîné un arrêt brutal et les différentes frégates ont été achevées en tant que navires de transport de troupes, bien loin de tout rôle de combat. La raison était en réalité liée à la physique des matériaux. Dans les eaux plus chaudes des mers au large de la Chine, le fer se comportait de manière très ductile, se pliant avant de se casser. Dans les eaux européennes froides, le fer était très fragile et se brisait au lieu de se plier lors d'un impact.
C'était parce que le fer produit à l'époque subissait ce qu'on appelait la transition ductile fragile à une plage de température qui se situait justement entre les deux, un problème qui persiste dans l'acier naval lorsqu'il est mal fabriqué. Pour faire simple, le fer et l'acier, ainsi que la plupart des autres métaux, subissent ce changement de comportement en raison de leur structure cristalline variable selon la température et la composition. Pour exagérer, à la limite basse de cette plage de température, côté ductile, il réagirait comme une feuille de carton tirée au fusil. Sur le côté supérieur, le côté fragile réagit comme une feuille de verre lorsqu'on y tire avec un fusil. Ce problème influencera le blindage des cuirassés du XXe siècle, mais ce sera abordé dans une autre vidéo. Cela a mis fin brusquement à la première tentative d'intégrer des navires en fer dans la marine. Cependant, les moteurs prévus pour ces navires furent installés sur des navires plus conventionnels, entraînant une période de tests intensifs et une possible compétition biaisée entre His Majesty's Ship Electo et His Majesty's Ship Rattler, démontrant ainsi ce que beaucoup pensaient déjà. L'hélice surpassait la roue à aubes sur un navire à vapeur. Une grande compétition entre types d'hélices a suivi, menant à la superposition des troisième et quatrième périodes qui se sont achevées vers 1850 avec le début de la cinquième période, celle de la flotte de combat à vapeur en bois pleinement développée. Cependant, venant de manière inattendue, ce sont les Français qui ont attiré l'attention pour cette innovation particulière avec leur propre concepteur innovant, Henri de Puydulhomme. Et n'hésitez pas à me crucifier dans les commentaires francophones en construisant un cuirassé à vapeur de 90 canons spécialement conçu avec une hélice, commandé en 1847 et lancé en 1850. Le navire avait, comme souvent chez les Français, changé 3 fois de nom, avant de finalement apparaître sous le nom de Napoléon. Tandis que la Royal Navy hésitait, des tensions anglo-françaises ont poussé la marine française à adopter la proposition radicale de Delombe. Cela, bien sûr, déclencha une nouvelle panique d'invasion dans la presse britannique, mais l'amirauté attendait les résultats de son vieil ami le Blenheim, qui, si vous vous souvenez, avait été allongé en même temps que sa conversion en navire-bloc, reflétant de nouvelles connaissances en hydrodynamique, et il était comparé à certains de ces navires jumeaux qui avaient subi la même conversion, mais sans les modifications de la coque. Heureusement, elle s'est montrée très performante. Parallèlement aux essais des frégates, notamment le succès du His Majesty's Ship Arrogant contre des voiliers, l'amirauté s'est sentie assez confiante pour commander dès 1850 une série de nouveaux navires sur le modèle du Napoléon. 2 bâtiments d'environ 90 canons, le James Watt et l'Agamemnon, ainsi que la transformation du Saint-Paré, alors en construction, d'un voilier de 80 canons en navire à vapeur de 70 canons, tous munis d'hélices à vis. Grâce à la rapidité des chantiers britanniques, le Saint-Paré entra en service 6 mois après le Napoléon, en novembre 1852, suivi de l'Agamemnon, puis du James Watt. Malgré le succès des navires construits pour cela, le Saint-Paré a eu moins de réussite. Il s'est avéré être un mauvais navire une fois converti et la seule chose notable sur ces machines, réaffectées d'un navire-bloc, était leur fréquente panne. Grâce aux leçons tirées de ces navires, l'amirauté, alors dirigée surtout par le groupe de développement, a pleinement exploité leur avantage industriel. Alors qu'Agamemnon était un bon adversaire pour Napoléon, le navire suivant, qui devait sûrement être nommé pour permettre à la Royal Navy de perpétuer sa grande tradition de taquiner ses rivaux, s'appelait Saint-Jean d'Arc et devait être un navire à 101 canons. Cet effort fut poussé encore plus loin avec un grand navire à 3 ponts de 121 canons, le His Majesty's Ship Windsor Castle, qui était encore en construction et fut modifié sur cale par l'ajout de 2 sections de coque supplémentaires afin de le transformer en un cuirassé à vapeur à hélice de 131 canons, de proportions immenses. Cependant, comme son lancement coïncida avec la mort du duc de Wellington, il fut renommé His Majesty's Ship Duc de Wellington pour sa carrière en service actif.
D'autres navires de 90 canons furent commandés ou convertis et les 120 canons Royal Albert, Marlborough, Prince de Galles et Royal Souverain bénéficièrent aussi d'améliorations similaires à celles du Windsor Castle. Chacun doté de machines plus perfectionnées et puissantes, ainsi que de modifications de coques basées sur l'expérience acquise avec le précédent. Ces grands navires allaient pour la plupart avoir de très longues carrières, même après que les développements suivants les aient rapidement relégués à des rôles de second rang, puis à l'obsolescence. Le duc de Wellington devint un navire caserne et survécut jusqu'à peu avant le lancement du His Majesty's Ship Dreadnought, puis fut démantelé. Marlborough rejoindrait l'école de torpilles His Majesty's Ship Vernon et ne serait démantelé qu'après le traité naval de Washington. Prince of Wales deviendrait le His Majesty's Ship Britannia, servant de navire-école pour les cadets avant d'être démantelé pendant la Première Guerre mondiale. Royal Sovereign subirait une seconde transformation, perdant des ponts pour devenir le seul navire à coque en bois avec tourelle de la Royal Navy, restant ainsi jusqu'en 1885. Les efforts français ayant relancé la course aux cuirassés modernes, les deux nations s'efforcèrent de maintenir l'élan, lançant divers navires de guerre de 80 à 120 canons chaque nouvelle vague, bénéficiant de machines et de canons toujours plus récents et puissants. La grande ironie est que ce programme de construction effréné a modernisé la Royal Navy et la marine française pour un affrontement attendu, mais a finalement mené à un tout autre résultat. Quelques années plus tard, en 1854, la Russie a percé dans l'Empire ottoman et la Grande-Bretagne et la France sont devenus d'inattendus alliés contre les ambitions russes. Ainsi les canons massés et les flottes des deux plus grandes et plus modernes marines de la planète furent soudainement tournés contre la marine russe qui ne possédait qu'un seul cuirassé à vapeur, le V-Borg de 74 canons. Et ce navire était censé mener les forces à voile russes contre une offensive combinée de 19 cuirassés à vapeur, dont le Léviathan duc de Wellington et son homologue français légèrement plus petit Montebello, soutenu par des dizaines d'autres cuirassés à voile conventionnels, ainsi qu'une grande variété de frégates à voile et à vapeur, alors que de nombreux autres cuirassés à vapeur étaient en cours de construction. Pour les marins russes, l'expression « et puis cela a empiré » si courante dans l'histoire russe était définitivement de mise. Il ne devrait surprendre absolument personne de constater que le Blenheim naviguait vaillamment aux côtés de la flotte de la Baltique, vétéran des guerres napoléoniennes reconstruit pour un nouveau conflit. Logiquement, la flotte russe refusa de combattre les flottes combinées pour éviter de mourir dans un incendie, laissant ainsi aux Franco-Britanniques comme seule option de bombarder les forts russes. Ce qu'ils firent avec un certain succès, les navires à vapeur, utilisant confortablement leurs moteurs pour entrer, engager le combat puis repartir à leur guise, contrairement à leurs homologues à voile qui devaient compter sur des frégates à vapeur pour les remorquer à l'intérieur et à l'extérieur de la zone de combat. Les innovations de Sepping et Ede prouvèrent leur valeur, l'Agamemnon encaissant pas moins de 214 coups lors d'un seul affrontement contre le fort Constantin, mais repartant pratiquement pleinement opérationnel, avec seulement 4 morts et 23 blessés à déplorer. Cependant, deux autres éléments devinrent évidents pendant ce conflit. D'abord, le grand nombre de canons sur certains navires s'est avéré moins utile qu'un nombre réduit de canons plus gros sur d'autres. Deuxièmement, les batteries flottantes blindées ont prouvé qu'elles absorbaient mieux les tirs que les navires en bois les plus résistants. Après la guerre, dès 1856, peu de navires furent achevés, hormis ceux déjà en construction et quelques grandes frégates à vapeur de la classe Mersey qui testèrent la coque renforcée de Sepping. Les leçons de la guerre de Crimée étaient assimilées, tandis que les derniers vaisseaux à voile étaient prévus pour une conversion à la vapeur. À la fin de la décennie, la construction a repris car la guerre avait permis aux Français de rattraper leur retard et chaque camp comptait environ 30 cuirassés à vapeur.
À ce stade, Blenheim, en tant que navire-bloc à vapeur, était redevenu un navire de second rang et fut affecté comme navire de garde dans la Manche, l'équipage profitant joyeusement de l'argent des prises réalisées lors de la campagne. Mais comme avec le lancement du Napoléon, ce seraient les Français qui lanceraient la dernière étape, l'ère des cuirassés. Se rendant compte que les Britanniques allaient bientôt convertir ou construire toute une série de nouveaux cuirassés à vapeur et les laisser une fois de plus en position d'infériorité, les Français tentèrent de reprendre l'avantage en lançant la gloire en 1859. Était, sans surprise, de l'homme encore une fois, le navire étant une coque en bois avec des plaques de blindage en fer boulonnées dessus, armé de moins de canons mais plus gros, tirant les leçons de la guerre de Crimée autant que l'industrie française en était capable. Mais en agissant ainsi, ils ont dépassé leur capacité, car si l'industrie française pouvait rivaliser avec la Royal Navy pour les navires en bois, et la capacité des Français à construire toujours plus de navires avait été un problème majeur pendant les guerres napoléoniennes, en matière de production industrielle de fer, les Britanniques étaient nettement en avance, et c'est là que le groupe de développement a connu son plus grand succès. Ils avaient minutieusement testé canons, blindages, moteurs et autres éléments. Lorsqu'on leur a demandé une solution, ils ont conçu le His Majesty's Ship Warrior, un navire de guerre avec coque, structure et blindage en fer, le bois n'étant utilisé que comme support des plaques de blindage et pour le pont. Bien que sa forme générale soit basée sur la classe de frégate Mersey, elle était plus rapide, plus lourdement armée, mieux blindée et bien plus durable et navigable que la Gloire. Cela a marqué le début de l'ère des navires de guerre cuirassés. Beaucoup de navires de guerre existants et en construction seraient transformés en cuirassés, semblables à la Gloire, avec des plaques de fer fixées sur leur coque en bois. En parallèle, de nouveaux cuirassés tout en fer, de taille et style variés, allaient émerger, rendant vite obsolètes les principes des navires en bois. Un regard lointain sur le Mersey ou le Warrior rendrait difficile de distinguer l'un de l'autre, mais quelques années plus tard, le His Majesty's Ship Minotaur et ses homologues français étaient visuellement très différents de leurs prédécesseurs en bois. La technologie avançait vite, opposant canons et blindage, rendant même le Warrior obsolète en 10 ans comme navire de première ligne. Pourtant, certaines marines utilisaient encore des navires de guerre en bois à vapeur, l'Autrichien Seiner Majesté Schiff Kaiser prouvant qu'il pouvait rivaliser avec les cuirassés moins performants, soulignant que l'entraînement de l'équipage reste sans doute le facteur clé des conflits navals. Il était aussi amusant de chercher une mesure anti-salissure, les navires en bois ayant évité ce problème des décennies grâce au cuivre. Mais recouvrir un navire en fer de cuivre en présence d'eau salée crée un énorme circuit galvanique, ce qui fait que votre navire en fer s'érode très rapidement. Finalement, une combinaison de peintures toxiques, de divers métaux expérimentaux non galvaniques et l'utilisation de blocs de zinc sacrificiels allaient atténuer le problème, mais pas avant quelques incidents embarrassants et des solutions encore plus hilarantes, dont une proposition de recouvrir les navires en fer d'une couche extérieure en bois sacrificiel. Mais l'ère du développement des cuirassés sera le sujet d'une autre fois, et alors que le soleil se couche sur l'époque des navires de guerre en bois, nous retrouvons notre fidèle guide à travers cette période, le His Majesty's Ship Blenheim, passant ses dernières années à Portsmouth, Pembroke et Milford Haven comme navire de garde-côte, finalement démantelé en 1865 après avoir vu la Royal Navy évoluer à travers les 6 étapes depuis la flotte napoléonienne dont il faisait partie jusqu'à la force à vapeur, puis au cuirassé, une étape finale qu'il n'a pas tout à fait atteinte. Nous quittons maintenant le développement des navires de guerre de la voile au fer pour revenir plus tard et aborder l'ère pré-Dreadnought. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des commentaires ou des suggestions de navires à étudier, dites-le nous en commentaire. Commentez la publication épinglée pour vos questions sur la cale sèche.